3 tonnes d'or déplacent silencieusement l'équilibre économique attendu au Sahel. Alors que les marchés internationaux annonçaient une rupture rapide, les premiers chiffres disponibles ont montré une stabilité intérieure mesurable, créant un écart persistant entre l'alarmisme extérieur et la continuité l'observée sur le terrain. Que change concrètement cette divergence pour le public quand Ibrahim Traoré insiste sur la primauté de la mesure, de la vérification et de la cohérence des données avant toute interprétation? Et si une simple transition comptable redessinait durablement les rapports de force? Cette analyse propose une lecture précise de ce qui se joue derrière un épisode présenté comme technique, mais aux effets bien plus larges. L'enjeu n'est pas de célébrer une décision administrative ni de la condamner par principe, mais de comprendre comment une modification des règles comptables peut infléchir, en moins d'un cycle fiscal, l'équilibre entre souveraineté économique et discipline de marché. Pour le lecteur, le bénéfice est clair. Disposer de repères concrets pour interpréter l'écart entre des prévisions internationales souvent alarmistes et des réalités opérationnelles observables sur le terrain sahélien. Le risque, lui, mérite d'être posé sans caricature. Les narratifs dominants associent fréquemment toute intervention étatique accrue à une fuite des capitaux, une désorganisation productive ou un effondrement de la confiance. Pourtant, les premiers constats invitent à une lecture plus nuancée où stabilité interne et pression externe peuvent coexister sans s'annuler. Ce décalage soulève une question centrale, rarement traitée jusqu'au bout. Que vaut une prévision lorsqu'elle ne résiste pas aux données mesurées? C'est ce point précis que les sections suivantes vont examiner étape par étape, sans céder ni à l'adhésion aveugle, ni au rejet réflexe. Les chiffres ont contredit le scénario dominant plus vite que prévu. En 2025, le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un niveau supérieur aux projections qui annonçaient une contraction imminente du secteur après le durcissement des contrôles. Cette donnée n'a pas seulement surpris les marchés, elle a révélé un décalage structurel entre des modèles d'anticipation externe et la dynamique opérationnelle réellement observée sur le terrain sahélien. À partir de ce point, le cadre d'analyse a commencé à se fissurer. Les prévisions reposaient sur l'idée qu'un renforcement administratif provoquerait mécaniquement une chute des volumes et une désorganisation des chaînes minières. Or, les audits engagés n'ont pas interrompu la production. Ils ont surtout mis au jour des mécanismes longtemps tolérés, exemptions fiscales disproportionnées, sous-déclarations récurrentes et dispositifs de transfert de valeur peu transparents. Chaque correction a déplacé le centre de gravité du débat, de la peur de la rupture vers l'examen de faits mesurables. Ce basculement ne surgit pas ex nihilo. Il s'inscrit dans une séquence amorcée plus tôt au Burkina Faso, lorsque Ibrahim Traoré a mis en avant une réforme comptable exigeant que les opérateurs rendent des comptes d'abord à l'État, selon des formats définis localement. À l'époque, l'approche avait été jugée risquée, voire isolée. Pourtant, l'observation attentive des flux avait montré une stabilisation progressive, ouvrant la voie à une lecture moins idéologique de la souveraineté économique. Dans le contexte malien, la révélation des volumes produits a agi comme un révélateur régional. Les administrations ont commencé à produire leurs propres données, réduisant la dépendance envers les rapports fournis par les compagnies étrangères. Ce changement méthodologique a transformé la nature même du débat. Il ne s'agissait plus de spéculer sur des chocs hypothétiques, mais de comparer des résultats vérifiés à des hypothèses contestées. Ainsi, l'affaire des 3 tonnes d'or devient un point d'entrée analytique. Elle montre comment une décision administrative apparemment limitée peut dévoiler une chaîne causale où la mesure précède l'interprétation et où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un paramètre observable,
discuter à partir de données concrètes plutôt que de récits anticipatifs. Pour saisir la portée concrète de ce basculement, il faut quitter les tableaux macroéconomiques et observer ceux dont le quotidien a été directement affecté. L'un d'eux est un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des contrôles formels et répétitifs. Avant le renforcement des audits, son travail se limitait à vérifier des déclarations standardisées, rarement discutées et presque jamais contestées. La règle existait, mais son effet restait largement symbolique. Avec l'arrivée d'un administrateur provisoire sur un site stratégique, sa mission a changé de nature. Chaque ligne comptable devenait une question opérationnelle. Chaque incohérence, un indice révélateur d'un déséquilibre ancien. Le contrôle cessait d'être ponctuel pour devenir continu, documenté et cumulatif. Cette évolution n'a pas été brutale. Elle s'est installée par ajustements successifs au rythme des demandes d'informations, des vérifications croisées et des corrections intégrées dans les bilans. Un second récit éclaire un autre versant de cette transition. Le dirigeant d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle explique comment son activité, jusque-là marginale, a gagné en visibilité. À mesure que certains prestataires étrangers réduisaient leur présence, les opérateurs ont sollicité des acteurs nationaux pour assurer la continuité des services. Voici. Cette ouverture à ces valeurs a créé des opportunités réelles, mais aussi de nouvelles contraintes. Délais plus stricts, traçabilité renforcée et responsabilité contractuelle accrue. Ces trajectoires individuelles convergent vers un même constat. Les premiers effets du changement doctrinal ne se manifestent pas dans les capitales financières, mais dans les gestes quotidiens de ceux qui appliquent et subissent la règle. C'est à ce niveau que la souveraineté cesse d'être abstraite et commence à produire des effets observables. Avant le durcissement des règles, la séquence semblait écrite d'avance. Les opérateurs déclaraient leur volume selon des formats hérités d'accords anciens, les administrations validaient faute d'outils suffisants et les marchés extrapolaient à partir de données produites ailleurs. Le système fonctionnait par inertie avec une confiance largement externalisée. C'est dans ce contexte qu'une décision administrative présentée comme une mise à niveau méthodologique a enclenché la phase d'activation. La première étape a été marquée par la méfiance. Lorsque les audits ont été annoncés, les projections internationales ont immédiatement anticipé une désorganisation rapide des chaînes minières. Les calendriers financiers tablaient sur des retards, des litiges et un retrait progressif des partenaires étrangers. Sur le terrain, cependant, les effets ont été plus lents et plus graduels. Les inspections ont commencé par des demandes précises, ciblées, portant sur des lignes comptables longtemps considérées comme secondaires. Chaque vérification révélait des exemptions fiscales étendues, des sous-déclarations récurrentes et des mécanismes de transfert de valeur peu lisibles. Rien ne s'est arrêté, mais tout a commencé à être documenté. Le point de climax est survenu lorsque le Mali a franchi un seuil décisif, l'imposition d'un administrateur provisoire sur un complexe aurifère majeur a été interprétée à l'extérieur comme un signal de rupture imminente. Les commentaires alarmistes ont évoqué un raid administratif et un choc productif inévitable. À l'intérieur, la mesure a fonctionné différemment. Les opérations ont continué sous surveillance accrue. Les salaires ont été versés, les extractions maintenues, et les flux logistiques se sont réorganisés autour d'exigences plus strictes. Ce contraste entre anticipation et observation a rendu visible une faille dans le récit dominant. C'est à ce moment que la méthode initiée plutôt au Burkina Faso, associée à Ibrahim Traoré, a pris une dimension régionale. L'idée n'était pas de provoquer une confrontation frontale avec les marchés, mais de déplacer l'ordre des priorités. D'abord mesurer, ensuite négocier. D'abord vérifier, ensuite interpréter. Cette logique, appliquée sans proclamation spectaculaire,
à modifier la lecture des événements. Ce qui était présenté comme une rupture idéologique apparaissait désormais comme une correction tardive de déséquilibre structurel. La phase de résonance s'est installée dans la durée. À mesure que les audits se succédaient, les administrations ont commencé à produire leurs propres données, réduisant leur dépendance envers les rapports fournis par les opérateurs. Chaque correction intégrée renforçait la cohérence de l'ensemble. Les marchés, confrontés à des chiffres qui ne confirmaient pas leurs scénarios initiaux, ont été contraints de réviser leurs modèles. Le choc attendu ne s'est pas matérialisé. À sa place, un ajustement méthodique a pris forme. Ainsi, la séquence activation-climax-résonance révèle une dynamique précise. Ce qui devait être un effondrement s'est transformé en recentrage progressif. La doctrine sahélienne n'a pas avancé par déclaration, mais par enchaînement d'actes mesurables. Elle montre comment la maîtrise des chiffres peut redéfinir les rapports de force sans interrompre les flux essentiels, et comment une décision administrative apparemment technique peut produire des effets durables bien au-delà de son point de départ. Le point de départ analytique repose sur un contraste mesurable entre un baseline attendu et un delta effectivement observé. Avant le durcissement des audits, les projections anticipaient une baisse sensible de la production aurifère malienne, conséquence supposée d'un contrôle administratif accru. Or, les données collectées sur le terrain ont montré une continuité opérationnelle qui a rapidement invalidé ce scénario initial. La comparaison entre anticipation et résultat constitue le premier indice d'un changement structurel plus profond. Un premier repère chiffré s'impose par sa clarté. En 2025, le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un volume supérieur aux projections formulées avant l'intervention administrative. Ce chiffre ne traduit pas une expansion spectaculaire, mais une stabilité robuste dans un contexte que les marchés jugeaient fragile. Il indique que les chaînes d'extraction et de traitement ont absorbé la pression réglementaire sans rupture majeure. Autrement dit, l'intensification des audits n'a pas interrompu la production. Elle a coexisté avec elle, contredisant l'idée d'un lien mécanique entre contrôle étatique et effondrement productif. Un second indicateur affine cette lecture dans la durée. Comparé à la situation observée 2 ans plus tôt, la production aurifère montre une progression d'environ 12%. Cette hausse modérée, mais continue, ne relève pas d'un choc conjoncturel. Elle suggère plutôt un effet cumulatif des corrections administratives, clarification des flux, réduction des sous-déclarations et amélioration de la cohérence comptable. Le delta observé ne provient pas d'une intensification brutale de l'extraction, mais d'une meilleure captation et d'une mesure plus précise de la valeur réellement produite. Pour les administrations, ce point valide l'hypothèse selon laquelle la souveraineté comptable peut fonctionner comme stabilisateur plutôt que comme frein. Un troisième repère concerne l'emploi, souvent absent des modèles purement financiers. Dans certaines zones directement liées aux activités minières, les observations locales font état d'une augmentation d'environ 15% de l'emploi en 2025. Cette évolution est significative car elle intervient dans une phase où les observateurs extérieurs anticipaient un ralentissement. Elle reflète un déplacement progressif des contrats vers des prestataires nationaux, appelés à remplacer certains acteurs étrangers en retrait. L'emploi devient ici un indicateur indirect de résilience. Lorsque les opérations se maintiennent et se réorganisent, les besoins en main-d'œuvre suivent. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne suffirait à renverser un récit dominant. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La stabilité des volumes, la progression mesurée sur 2 ans et la hausse de l'emploi convergeant vers une même conclusion. Le durcissement administratif n'a pas produit l'effondrement redouté. Il a plutôt réorienté la manière dont la valeur est déclarée
contrôlées et redistribuées. Ces données obligent à revoir les cadres d'interprétation, les modèles associant automatiquement intervention étatique et rupture des flux se heurtent à une réalité plus nuancée. Dans ce contexte, la méthode promue plus tôt au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, apparaît moins comme une exception idéologique que comme une expérimentation empirique. Les chiffres ne racontent pas une réussite simplifiée. Ils révèlent une mécanique lente, reproductible et fondée sur l'accumulation de deltas vérifiables. C'est cette accumulation, plus que tout discours, qui redéfinit la lecture économique du Sahel. Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument économique structuré. Selon eux, la récupération accrue de la valeur et la multiplication des audits fragiliseraient la capacité d'investissement à moyen terme. La logique est arithmétique. Une moindre présence de capitaux étrangers réduirait les liquidités disponibles, augmenterait le coût du financement et exercerait une pression supplémentaire sur des administrations déjà sollicitées. Les infrastructures minières exigent des investissements lourds, une expertise technique continue et des chaînes logistiques fiables. Dans cette lecture, le risque n'est pas idéologique, mais comptable. Sans partenaires internationaux puissants, la soutenabilité du système serait menacée. Un second argument, tout aussi cohérent, concerne la vulnérabilité des chaînes de production. Les détracteurs estiment que la révision des contrats et le durcissement des contrôles peuvent provoquer une désorganisation progressive. Le retrait partiel d'opérateurs internationaux créerait des goulets d'étranglement logistiques, des tensions sur l'approvisionnement et un ralentissement des unités de traitement dépendantes de circuits extérieurs. À cela s'ajoute la crainte d'une incertitude administrative durable, peu compatible avec des engagements industriels de long terme. Dans ce cadre, le danger ne viendrait pas des intentions politiques, mais des effets cumulés d'une restructuration jugée trop dense. Ces deux positions reposent sur des hypothèses plausibles et ne peuvent être écartées sans examen. Pourtant, confrontées aux données observées sur le terrain, elles appellent une lecture plus nuancée. Malgré les audits renforcés et les litiges fiscaux, la production aurifère malienne est restée proche de 67 tonnes en 2025. Les opérations ne se sont pas arrêtées, elles se sont adaptées. Les salaires ont continué d'être versés, les extractions maintenues et certaines fonctions logistiques ont été progressivement reprises par des acteurs locaux. De plus, la progression mesurée de la production sur 2 ans et la hausse de l'emploi dans plusieurs zones minières suggèrent que la transition ne s'est pas traduite par une contraction brutale. Les chaînes n'ont pas disparu, elles se sont reconfigurées. Cela ne signifie pas que les risques sont inexistants, mais qu'ils ne se sont pas matérialisés selon les scénarios les plus pessimistes. Le débat gagne ainsi en précision. Les critiques conservent leur validité théorique, tandis que les faits observés décrivent une dynamique hybride faite d'ajustements plutôt que de rupture. Cette phrase résume le déplacement qui s'opère à mi-parcours de l'analyse. Jusqu'ici, le débat opposait des récits alarmistes à des constats empiriques. À ce stade, un autre niveau apparaît. La transformation observée n'est plus seulement économique, elle devient méthodologique. Ce qui change réellement n'est pas d'abord le volume extrait, mais la manière dont la valeur est mesurée, validée et reconnue comme légitime par les acteurs eux-mêmes. Le révélateur a été la réaction du système face à la contrainte. Lorsque les audits se sont intensifiés, rien ne s'est figé. Les administrations ont appris à produire leurs propres données, les opérateurs à documenter davantage leurs pratiques et les marchés à composer avec des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. Cette capacité d'absorption montre que la doctrine sahélienne ne relève pas d'une posture défensive, mais d'un protocole opérationnel. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré prend une portée plus large.
L'approche initiée au Burkina Faso ne visait pas une rupture frontale avec les règles existantes, mais un renversement discret des priorités. D'abord mesurer, ensuite négocier. D'abord vérifier, ensuite interpréter. Ce glissement méthodologique a modifié les rapports de force sans provoquer de choc visible. À mi-parcours, le constat est donc clair. La bascule ne réside ni dans une nationalisation spectaculaire, ni dans un retrait brutal des partenaires extérieurs. Elle se situe dans la normalisation d'un principe simple. Celui qui mesure détient un pouvoir réel. Les effets de cette reconfiguration méthodologique se lisent d'abord au niveau de l'État. Pour les administrations nationales, la conséquence la plus immédiate est la reprise de contrôle sur l'information économique. Les audits menés ont mis au jour des sous-déclarations régulières et des clauses d'exemption héritées de cycles contractuels anciens. Chaque correction intégrée dans les bilans a renforcé la capacité de l'État à produire ses propres données plutôt que de dépendre de rapports fournis par les opérateurs. Cette autonomie informationnelle modifie la posture institutionnelle. L'administration n'est plus un arbitre distant, mais un acteur économique doté d'outils mesurables, une logique déjà éprouvée au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Du côté des entreprises, l'impact se déploie de manière différenciée. Les grandes compagnies internationales ont dû composer avec des exigences documentaires plus strictes et une visibilité accrue de leurs pratiques. Certaines ont réduit leur exposition, d'autres ont ajusté leurs procédures pour rester conformes. Parallèlement, des entreprises locales ont vu leur rôle s'élargir. La redistribution de certains contrats a ouvert des espaces à des prestataires nationaux dans la maintenance, le transport ou la logistique. Cette dynamique ne s'est pas traduite par une expansion désordonnée, mais par une montée en exigence, à délais contrôlés, traçabilité renforcée et responsabilité contractuelle accrue. Pour les ménages vivant à proximité des sites d'extraction, les effets ont été plus immédiats et plus sensibles. Contrairement aux craintes initiales, les opérations minières se sont maintenues. La continuité des salaires et la légère hausse de l'emploi observée dans certaines zones ont réduit l'incertitude quotidienne. Les activités périphériques, souvent dépendantes de la présence minière, n'ont pas connu l'effondrement redouté. Cette stabilité relative a contribué à crédibiliser, dans l'opinion locale, l'idée qu'un contrôle accru pouvait coexister avec une sécurité économique minimale, renforçant l'acceptabilité sociale des réformes associées à la méthode défendue par Ibrahim Traoré. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent les frontières nationales. Les résultats observés ont incité d'autres États du Sahel à engager des révisions contractuelles et à exiger une transparence accrue sur les volumes produits et exportés. L'AES, initialement conçu comme un cadre sécuritaire, a commencé à fonctionner comme une plateforme de coordination économique. Cette convergence progressive n'a pas effacé les tensions, mais elle a créé une cohérence méthodologique nouvelle. Les décisions prises dans une capitale renforcent désormais la position des autres, transformant des initiatives nationales en dynamique collective. Ces quatre niveaux d'impact dessinent une même logique. La transition sahélienne n'a pas produit de rupture brutale. Elle a généré une série d'ajustements concrets perceptibles par des acteurs différents. C'est dans cette accumulation d'effets pratiques que la doctrine cesse d'être théorique pour devenir une réalité vécue, observable et débattue. Un premier scénario, dit de base, repose sur la continuité méthodique observée jusqu'ici. Dans cette trajectoire, les États des Sahéliens poursuivent les audits et les révisions contractuelles sans accélération brutale. Les procédures déjà mises en place se stabilisent, les opérateurs intègrent les exigences documentaires et les flux d'extraction demeurent relativement constants.
Les administrations renforcent progressivement leurs capacités internes tout en maintenant un dialogue technique avec les partenaires extérieurs. Le résultat attendu n'est pas une transformation spectaculaire, mais une normalisation du contrôle, où la souveraineté comptable devient une routine opérationnelle plutôt qu'un signal politique. Cette option suppose une discipline institutionnelle constante et une capacité à absorber les pressions conjoncturelles sans dévier de la méthode. Un second scénario, plus optimiste, envisage une synchronisation accrue à l'échelle régionale. Les expériences nationales convergent vers des standards communs, format d'audit harmonisé, partage de certaines données critiques, coopération technique renforcée. Dans ce cas, l'AES évolue progressivement vers un cadre économique lisible, capable d'offrir de la prévisibilité aux acteurs. Cette cohérence méthodologique attire des partenaires prêts à travailler selon ces règles plutôt qu'à les contourner. L'enjeu n'est pas l'afflux massif de capitaux, mais la qualité des engagements et la réduction de l'incertitude structurelle. La région consolide alors sa position dans les négociations en s'appuyant sur des chiffres comparables et vérifiables. Un troisième scénario, plus tendu, ne peut être exclu. Il repose sur une résistance accrue de certains acteurs extérieurs, inquiets de la perte de contrôle informationnel, des pressions diplomatiques, des tentatives de renégociation défavorables ou des signaux de désengagement partiel pourraient apparaître. Dans cette configuration, les administrations devraient gérer une double contrainte: maintenir la réforme tout en absorbant des tensions externes. Le risque principal ne serait pas un effondrement immédiat, mais un ralentissement lié à la dispersion des ressources institutionnelles et à la fatigue administrative. Ces trois trajectoires ne constituent pas des prédictions, elles offrent des cadres de lecture. Une règle transversale les relie. Si la cohérence interne est maintenue, alors la capacité d'adaptation demeure élevée. Si elle se fragmente, alors la marge de manœuvre se réduit. La décision clé n'est donc pas idéologique, mais méthodologique. Pour le public, les effets de cette transition ne se lisent pas uniquement dans les agrégats économiques. Ils se manifestent d'abord dans la manière dont la valeur est perçue et discutée. Pendant longtemps, les chiffres circulaient comme des vérités lointaines, produites ailleurs et rarement interrogées. Le fait de voir des audits nationaux remplacer des rapports importés a modifié ce rapport à l'information. Les données deviennent discutables, comparables et surtout appropriables. Cette lisibilité nouvelle transforme la relation entre citoyens et décisions économiques. Chez les jeunes actifs, l'impact prend une forme plus concrète. La montée en importance des contrôles, de la certification et de l'analyse des flux crée des besoins en compétences spécifiques. Des formations techniques gagnent en visibilité. Des parcours professionnels émergent autour de métiers jusque-là périphériques. Le secteur minier, souvent perçu comme fermé et dépendant d'expertises extérieures, commence à apparaître comme un espace où des compétences locales peuvent être reconnues. Cette évolution n'alimente pas une euphorie, mais un réalisme prudent. Des trajectoires deviennent envisageables sans rupture avec le pays. Les entrepreneurs locaux vivent cette phase comme un apprentissage accéléré. L'accès à de nouveaux contrats s'accompagne d'exigences plus strictes en matière de qualité, de délai et de traçabilité. Pour certains, l'adaptation est exigeante, parfois inconfortable, mais elle apporte aussi une reconnaissance institutionnelle inédite. Être intégré dans la chaîne officielle de production confère une légitimité durable et renforce la capacité à se projeter dans le temps. Du côté des diasporas, enfin, le regard évolue plus lentement. Là où dominait souvent la résignation, apparaît une curiosité attentive. Les décisions deviennent lisibles, les chiffres comparables, les trajectoires discutables. La confiance ne s'impose pas, elle se construit par accumulation de preuves. C'est ce lien progressif entre réforme institutionnelle et expérience quotidienne qui rend le changement perceptible au-delà des cercles spécialisés.
La première étape consiste à consolider durablement les capacités internes de contrôle. Les audits ne peuvent produire des effets stables que s'ils s'appuient sur des registres modernisés, des formats de déclaration harmonisés et des outils capables de vérifier les volumes de manière régulière. L'objectif est précis, réduire progressivement l'écart entre les chiffres déclarés par les opérateurs et ceux établis par l'administration. La réussite se mesure par un indicateur simple et vérifiable, la diminution des anomalies comptables d'un cycle à l'autre, logique déjà mise en avant au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La deuxième étape concerne la formation et la montée en compétences. Un contrôle accru exige des équipes qualifiées, capables d'analyser des flux complexes et de dialoguer d'égal à égal avec les opérateurs. Cela implique de renforcer les filières techniques, universitaires et professionnelles liées à l'audit, à la certification et à l'analyse des données minières. Le critère d'évaluation n'est pas politique mais opérationnel. La part des inspections réalisées sans assistance extérieure. La troisième étape porte sur la synchronisation régionale. Pour éviter une juxtaposition d'initiatives isolées, les États doivent aligner leur méthodologie, harmoniser les formats d'audit, partager certaines données critiques et constituer des équipes conjointes pour les contrôles transfrontaliers permet de réduire les divergences et d'accroître la prévisibilité des flux. La cohérence devient ici un multiplicateur de force, transformant des politiques nationales en dynamique collective. Enfin, la transparence constitue la condition de durabilité. Rendre publics les résultats d'audit, les évolutions réglementaires et les renégociations contractuelles permet de consolider la confiance interne et d'éviter l'arbitraire. L'indicateur clé est la régularité et la complétude de ces publications. C'est à ce prix qu'une doctrine se transforme en système vérifiable, discutable et perfectible. Lorsque l'on revient à l'image initiale, celle d'un inspecteur penché sur un registre devenu soudain décisif, le sens du basculement apparaît avec plus de netteté. Ce geste discret, longtemps relégué à l'arrière-plan des grandes décisions économiques, s'est transformé en point d'ancrage d'une mutation plus vaste. Chaque ligne vérifiée, chaque incohérence corrigée a contribué à déplacer un équilibre que beaucoup pensaient figé. La transformation n'a pas pris la forme d'un discours spectaculaire, mais celle d'une pratique répétée, patiente et cumulative. Dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se lit pas comme celui d'un symbole héroïque, mais comme un repère méthodologique. En plaçant la comptabilité au centre de l'action publique, il a rappelé que la souveraineté ne commence ni par la confrontation, ni par la proclamation, mais par la capacité à mesurer ce qui est réellement produit. Cette intuition, testée à Ouagadougou avant de résonner à Bamako et au-delà, a offert à la région un langage commun fondé sur les faits plutôt que sur les anticipations. Le motif revient alors presque intact: un bureau, des registres, une vérification minutieuse. Ce qui semblait anodin devient signifiant. La doctrine sahélienne ne s'est pas imposée par rupture, mais par précision. Et c'est peut-être là sa force la plus durable. Au terme de cette analyse, une ligne de fracture apparaît, mais elle ne sépare pas partisans et opposants. Elle distingue deux manières d'aborder le changement. D'un côté, une lecture fondée sur les anticipations, les modèles importés et les réactions immédiates. De l'autre, une approche attentive aux pratiques concrètes, aux chiffres produits localement et aux ajustements progressifs observables dans le temps. La transition sahélienne oblige à choisir entre ces deux grilles de lecture. Ce choix n'est pas politique au sens strict. Il engage surtout la manière dont chacun évalue la crédibilité d'un modèle économique. Observer les audits, comparer les données, suivre les effets sur les administrations, les entreprises et les ménages permet de dépasser les récits simplifiés. Dans cette perspective, la souveraineté n'est ni un slogan,
ni une promesse abstraite. Elle devient un processus mesurable, discutable et perfectible. C'est aussi là que le rôle du public prend toute son importance. Questionner les chiffres, confronter les hypothèses et examiner les limites du modèle participe autant à sa solidité qu'à sa remise en cause. L'approche associée à Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion, mais une attention méthodique. Face à une souveraineté qui se construit par la mesure plutôt que par le discours, quelle grille de lecture choisissez-vous d'adopter?